Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour Face à Philippe de Villiers, votre rendez-vous du vendredi. C'est le grand rendez-vous du vendredi. Mais c'est le dernier rendez-vous de la saison, Philippe de Villiers. Oui. La dernière danse, comme on dit. Oui, c'est pour ça que vous avez mis un costume sombre. Écoutez, effectivement, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Et la formule, c'est l'amour dure 3 ans. Mais les téléspectateurs qui nous regardent, ils peuvent peut-être se dire... Est-ce que Philippe de Villiers va briser cette formule consacrée et rempiler pour une 4e année? Est-ce que vous avez la réponse? La réponse, c'est pas moi qui l'ai, c'est l'Arcom. Et si jamais je suis sous les verrous cet été... Embastillé? Oui. Embastillé? Je vous enverrai des messages et vous m'enverrez des oranges. Et est-ce qu'il y a la possibilité d'envoyer un petit mot à l'Arcom pour qu'on puisse poursuivre ce rendez-vous le vendredi? Parce que, évidemment, oui. on peut déposer un cierge dans la basilique de l'Inter. Je peux prendre une résolution. Allez-y. Peut-être de faire plus attention. Peut-être on pourrait inviter monsieur Bakayoko, Mathilde Panot, vous voyez, pour rééquilibrer le plateau. Évidemment, et ils sont les bienvenus. Et pour être sûr d'avoir moins de monde, non, mais... ce qui permettrait à l'Arcom de dire « Ah, ils ont fait un effort ». Mais ils seront toujours les bienvenus dans cette émission. Philippe de Villiers, c'est la dernière émission. Geoffroy Lejeune, ravi de vous retrouver, cher Geoffroy. Ça fait 3 ans que cette aventure a commencé. Et c'est vrai que, Philippe, vous avez rassemblé des centaines de milliers de Français, des millions parfois de Français en milieu de saison, dont un téléspectateur qui vient de fêter, vous savez quoi? C'est 90 ans. Et il s'appelle Papy Tama, on lui souhaite quand même un joyeux anniversaire. C'est magnifique, 90 ans. En fait, ça fait 3 ans, effectivement, qu'on se retrouve tous les vendredis, tous les 3. Et je voudrais dire aux téléspectateurs et aux auditeurs d'Europe 1, CNews Europe 1, pourquoi je suis heureux d'être ici et pourquoi j'ai l'intention de revenir au mois de septembre. D'abord parce qu'on s'entend bien. On essaye d'être au plus près de l'actualité et en même temps d'être toujours à la bonne hauteur. Vous m'y aidez. C'est pas facile tous les jours avec vous. L'inversion accusatoire. Vous avez fait vos classes. Je suis habitué à mon âge à quelque chose que, en principe, les vieux n'acceptent jamais, c'est la contradiction. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une audience. Je ne sais pas si les téléspectateurs et les auditeurs savent, mais quand on fait l'addition de l'audience télé, radio, replay, le replay, c'est incroyable, le replay. En fait, on est sans doute une des émissions les plus regardées de la France. Quand vous avez Macron qui parle sur France 2, par exemple, la semaine dernière, il fait moins que nous. Vous voyez ? Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous attendent. En ce moment, malgré la canicule et à cause de la canicule, les gens se disent « Ah, il va peut-être parler enfin de la canicule ». Oui, parce que pour l'instant, vous avez boycotté le sujet. Et donc, ma parole est attendue, et donc je la prépare, je la travaille. Parfois, on improvise, souvent, on improvise. Mais je pense que j'ai pas dit l'essentiel. L'essentiel, je vais vous le dire maintenant, c'est que je vis dans la crainte de la mort de mon pays, que je sens venir. Et c'est pourquoi je suis là. Je me dis non, il faut faire tout ce qu'on peut faire. J'ai des enfants, des petits-enfants. Il faut faire tout ce qu'on peut faire pour empêcher ça. Et si vous m'accordez tout à l'heure un petit instant à la fin, j'ai justement un message pour dire aux Français, je sais ce qu'il faut faire. Quand vous dites un petit instant, parce que je commence à vous connaître après 3 ans, c'est combien de temps un petit instant? Le temps d'un apologue. Donc c'est 12 minutes. Pour répondre à la question, y a-t-il encore une espérance française? Ah bah alors là je vous laisse, je peux vous laisser c'est très concret. Ah non mais je peux vous laisser l'heure, il n'y a aucun problème pour ça. Ça pourrait être un livre. Eh ben, à voir. Ça sera peut-être un livre. Ça sera peut-être un livre, mais vous avez encore du temps pour écrire, vous travaillez tellement, Philippe de Villiers. Mais ce qui est formidable, c'est que, vous savez, il y a des livres, juste vous qui parlez de livres, vous savez, par exemple, Le Petit Prince, on dit, c'est un livre qu'on peut lire de 7 à 77 ans. Ouais. Et quand je sais que ce rendez-vous du vendredi, vous avez des téléspectateurs qui ont 90 ans, et oui. ça... Vous savez que
Mon épouse s'est moquée de moi hier parce que je mets Europe 1 le matin à 7h et Dimitri Pavlenko interviewe une jeune fille qui lui dit c'est dur à la maison parce qu'on n'a pas la climat, on n'a pas... Et mon grand-père, qui a 77 ans, j'ai parfois l'impression qu'il est en train de partir. Ah. Et elle me dit, ça va toi? Eh bien, écoutez, voilà. Merci à tous les téléspectateurs. Merci aussi à toutes les équipes en régie. Ah là là. Oui, on ne les remercie pas. Bien sûr. Ils font un travail remarquable. Et à toute la rédaction, évidemment, et la direction de CNews et d'Europe 1 qui nous permettent d'avoir toute la liberté de ton. Et merci à l'ARCOM, bien sûr, pour la saison prochaine. Non, pas vraiment. Non, mais... Philippe Premier Degré, c'est le nouveau surnom qu'on pourra vous donner pour la saison prochaine, cher Philippe. Et encore un joyeux anniversaire donc à notre téléspectateur de 90 ans. Philippe, un peu de sourire, ça fait du bien, c'est aussi cette émission. Mais vous avez dit parler du réel. Et le réel, malheureusement, c'est cette horreur en France, avec Louis, adolescent de 17 ans, décédé des suites de ses blessures ce mardi après avoir été lynché à mort vendredi dernier. La scène atroce a été filmée par ses bourreaux, relayée par ses bourreaux sur les réseaux sociaux. 5 personnes, dont 3 mineurs, ont été interpellées, mises en examen pour tentative d'assassinat. Et vous avez sa famille qui se soulève, sa tante qui a décidé de prendre la parole à visage découvert. Je vous propose d'écouter le message de la tante. Quand le premier article est sorti, j'étais à l'hôpital, évidemment. Et je vois l'article sortir et je vois ma sœur qui voit l'article et qui commence à éructer. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas une rixe, en fait, mon petit garçon, ce qu'ils l'ont fait. Parce que moi, je l'avais, la vidéo. Je sais que c'est pas ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le journaliste. Je lui dis, qu'est-ce que vous racontez? Mais madame, c'est les éléments qu'on m'a donnés. Mais c'est pas ça, les éléments. Et en fait, j'ai pris la décision ce matin, en accord avec ma sœur et le papa de Louis, qu'on n'allait pas se laisser faire et qu'on allait faire savoir les choses. On a publié sur les réseaux, on a contacté les gens et aujourd'hui toute la presse est unanime. C'est un guet-apens et c'est un assassinat. Mais on avait les leviers pour. Mais les gens qui n'ont pas les leviers, combien il y a d'enfants? Peut-être Louis se serait resté juste une page dans les faits divers à Perpignan, ou à Narbonne. Honnêtement, je crois que la seule chose qu'il faut, c'est que les juges, maintenant, prennent en considération vraiment ce qui s'est passé. Ils ont les vidéos, ils ont tout. Il faut que ces personnes soient jugées à la hauteur de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont arraché la vie à coups de poing dans le crâne d'un enfant de 17 ans. Il n'y a pas d'autre mot. C'est cru, c'est violent, mais c'est ce qui s'est passé. Geoffroy Lejeune. Philippe, quel message souhaitez-vous adresser à la tante du petit Louis? Je trouve cette dame est admirable. Écrasée par le chagrin, comme toute la famille. Elle a donc choisi de parler, de se dresser, de se lever, malgré ce chagrin. Et en fait, elle nous donne la démonstration de l'incarnation de 3 vertus civiques qui sont en train de se perdre dans notre pays. La première, c'est la vérité, le souci de la vérité. Puisque si elle a choisi de se lever, c'est contre le mensonge. Le mensonge de la presse régionale de Narbonne. C'est une infamie. Elle n'a pas supporté l'infamie. Parce que l'infamie consistait à dire « oui, mais c'est une rixe, comme d'habitude ». La vérité ne triomphe jamais, peut-être, mais ses ennemis finissent toujours par mourir. Souci de la vérité. Ça, c'est une vertu civique qui fait qu'une dame comme ça, à Narbonne, se lève, elle se dresse sur la place publique, descend sur le forum et harangue la France entière en disant « voilà la vérité ». Elle défend sa famille, elle défend son neveu qu'elle vient de perdre. Ensuite, la force d'âme, parce qu'elle va chercher, je ne sais où, au plus profond d'elle-même, assez d'énergie
pour maîtriser son propos, même si on la sent très émue et bouleversée. La force d'âme. Et puis enfin, l'oblation, qui est une autre vertu. L'esprit d'offrande. C'est-à-dire, en fait, elle porte sur elle non seulement la souffrance de sa famille, c'est la tante de Louis, mais aussi la souffrance de tous les Français. Elle porte la souffrance de tous les Français qui vivent ce drame, cet assassinat, comme si c'était l'un des leurs. Elle incarne un peu de ce que la France n'ose pas dire. Elle incarne beaucoup de ce que la France voudrait dire. Elle incarne tout de ce que la France ne peut plus souffrir. Philippe, souvent dans ce type de drame, on essaye d'en comprendre les causes et d'en connaître les conséquences. Et surtout de pouvoir nommer ce qu'il s'est passé. Et malheureusement, je vous ai posé trop souvent cette question ces dernières années. Mais de quoi ce drame est-il le nom ? C'est la barbarie qui est chez nous. La barbarie qui est entrée dans notre civilisation et qui nous décivilise chaque jour davantage. Puisque la définition de la civilisation, c'est un état social dans lequel celui qui arrive au monde s'aperçoit très vite que ce qu'il a apporté est infiniment inférieur en termes de raffinement à ce qu'il reçoit. Et là, on a une bande de jeunes qui ressentent rien de tout ça, qui se moquent du principe de la civilisation, qui n'ont rien reçu, en tout cas qui ont tout rejeté. Et quand on décompose ce qui s'est passé, tout est atroce. D'abord, j'y reviens, la presse régionale, quand elle diffuse la nouvelle, explique que c'est une rixe, alors que la presse régionale, elle a vu les images. Donc elle ment. Une rixe, mais ça vous rappelle quelque chose. Thomas, à l'époque, c'était une rixe. Souvenez-vous, Elias, oui, Le Monde avait dit, c'est parce qu'il a refusé de donner son portable. Donc, si vous voulez, à chaque fois, on change un peu la victime. On change de victime. Et puis Quentin, il l'a bien cherché. Et puis maintenant, c'est néo-nazi à la fête de la musique. Donc, la rixe. Voilà. Alors qu'il s'agit d'un lynchage. La deuxième chose qui me frappe, c'est l'acte de célébration du lynchage et de la mort de Louis. L'acte de célébration, c'est-à-dire que ces jeunes voyous, ces jeunes criminels, vont sur les réseaux sociaux et diffusent la revendication de l'acte. Donc l'exhibition. Et enfin, la troisième chose, c'est que fait l'aide sociale à l'enfance ? Où est-elle ? On attend qu'elle parle. Qu'a-t-elle fait pour protéger Louis ? Je note une chose à laquelle vous serez sensible, parce qu'on l'a dit souvent ici ensemble, tous les trois. Il y a eu Harmonie Comines. Elle n'a pas supporté ce qui est arrivé à son mari. Elle a parlé. Il y a eu la mère d'Elias, encore récemment, chez Laurence Ferrari. Elle a parlé, elle reparle. Maintenant, les victimes parlent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de relais avec la justice. Là, le procureur a fait un communiqué d'un homme presque en vacances. Mais il n'y a plus de relais avec les hommes politiques. Aujourd'hui, il y a plein de communiqués d'hommes politiques. Mais il n'y a pas de parole gouvernementale. Et la famille se sent seule et donc elle s'adresse aux Français. Et elle dit aux Français, vous êtes ma famille. Vous êtes ma seule famille. Il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus personne pour nous représenter, pour nous protéger. Voilà. Et donc, nous vivons une véritable catastrophe. C'est la civilisation qui s'effondre. Geoffroy. Et Philippe, sauriez-vous dire comment nous en sommes arrivés là ? Eh bien, c'est très simple.
on peut prendre d'ailleurs dans l'actualité des faits qui viennent corroborer ce que je vais vous répondre. C'est la chute de l'auctoritas, la chute de l'autorité. Alors ils vous disent tout ça, les politiciens. Mais en fait, ils contribuent tous les jours à dégrader l'autorité. Les trois autorités, en fait. D'abord l'autorité paternelle, qui a disparu dans les années 70, comme Éric Zemmour le montre dans son réédition du suicide français. Énorme erreur. L'autorité paternelle se dilue dans l'autorité parentale et finalement il n'y a plus d'autorité du tout et il y a une société sans père. Et qu'est-ce qu'on fait en ce moment depuis 2 jours, là, y compris sur CNews, parce qu'on rend compte de l'actualité? On parle d'un rapport, bienvenue, mon Dieu, le rapport du Sénat que tout le monde salue, sur le masculinisme. En fait, le danger, c'est la masculinité toxique, c'est-à-dire le patriarcat. Et là-dessus, on épargne d'ailleurs les islamistes sur le patriarcat. On épargne les talibans quand ils viennent à Bruxelles. On ne leur dit pas, attention, le patriarcat, on n'en veut pas. Mais par contre, le patriarcat de la matrice anthropologique de la chrétienté, ça, celui-là, c'est l'ennemi. Donc un rapport du Sénat, mais qui est Gérard Larcher, qui est Bruno Retailleau pour faire des trucs pareils? Un rapport sur le masculinisme. C'est ça la difficulté qui est face à nous, la masculinité. Mais il n'y a plus de mecs. On ne le voit pas, ça. Et donc, si on ne revient pas à une société établie sur le principe de la famille avec un papa et une maman, on est foutu. Mais ils n'osent pas, les politiciens, parce que c'est plus à la mode. Deuxièmement, il y a l'autorité magistrale. Le prof, il est tombé de l'estrade depuis mai 68 et il n'ose pas grimper sur l'estrade. Il a peur. On va te faire une Samuel Paty. Il a peur. Et j'entendais la réaction d'Attal. Mais Attal, il oublie de nous dire ce dont on a parlé ici un jour, avec humour. Quand il a voulu résoudre le problème de la violence à l'école, qu'est-ce qu'il a proposé? Il est allé dans un collège, il a dit on va faire 1000 collèges où on fera des cours d'empathie. Vous vous souvenez de ça? Des cours d'empathie sous notre gueule. Alors on prend des gens violents qui sont complètement décérébrés, désocialisés, et on les met côte à côte. Hein, vous allez vous aimer. Hein, et pendant ce temps-là, on fait l'euthanasie. Donc c'est une société qui tue, aimez-vous les uns les autres et tuez-vous les uns les autres. Et pendant ça, là, on fait des cours d'empathie. Là aussi, on se moque de nous. Et enfin, la troisième autorité, c'est la plus absente, c'est Macron. C'est l'autorité régalienne. L'autorité régalienne, il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de justice parce que la justice ne punit plus, parce que pour la première fois dans notre histoire, et il faut que les téléspectateurs de CNews et les auditeurs d'Europe 1 comprennent ce que je dis, pour la première fois dans notre histoire, on a une justice qui considère que la prison, c'est le mal. Et que le but de la justice, c'est la réadaptation sociale du condamné, et donc la victime est un peu coupable, parce que la victime appartient à la société et que c'est la société qui est coupable. Donc en fait, on est sur 3 inversions. Une autorité déchue, l'autorité paternelle, une autorité magistrale déchue, tombée de l'estrade, et une autorité régalienne qui n'est plus ni régalienne ni autoritaire. J'entendais Maurice Berger tout à l'heure, avant nous, chez Thomas Bonnet. Remarquable émission, remarquable entretien. Et Maurice Berger dit, il n'y a qu'une solution, c'est la prison tout de suite. On n'attend pas d'être récidiviste, la prison tout de suite. Même si c'est court, mais la prison tout de suite. Il faut qu'ils anticipent que s'ils font ça, ils vont en prison. Voilà. Autre sujet, mais finalement, c'est intimement lié. Ayons une pensée ce soir pour la famille du petit Louis, bien sûr. Parlons de la fête de la musique, qui s'est transformée dans certaines zones en France en violence, avec des voitures dégradées, avec des voitures détruites, des piqûres sauvages, des viols, plus de 260 personnes qui ont été interpellées.
Et pourtant, le Premier ministre a pris la parole cette semaine pour dire cela. Je vous propose de l'écouter. Saluer aussi objectivement le comportement de nos concitoyennes et de nos concitoyens à l'occasion de la fête de la musique qui s'est relativement bien passée. Et je le redis à l'ensemble des collègues, preuve en est que faire confiance aussi à l'intelligence locale, aux maires, aux organisations locales n'est jamais une mauvaise méthode, avec évidemment un critère de proximité. Et je le disais, donc plus de 260 personnes qui ont été interpellées. Et parmi toutes les séquences, un journaliste, une nouvelle forme de journalisme, puisque c'est notamment sur les réseaux sociaux qu'on peut le voir, Tony Pitaro, parce que vous savez que les bières étaient interdites, mais visiblement pas les bonbonnes de protoxyde d'azote. Vous les inhalez et peut avoir des conséquences effectivement très graves. Je suis au cœur de Châtelet-Léal, il est 6h40 du matin et regardez ce qu'on retrouve, voilà, des bonbonnes de protoxyde d'azote dans un Paris, voilà, ici c'est l'apocalypse. Là on s'est baladé avec le caméraman dans Paris Centre et tout est détruit. Et ici c'est une catastrophe, tout est dégueulasse et c'est partout dans tout Paris Centre. 6h40 du matin, regardez, on est à Châtelet. Franchement, j'ai jamais vu Paris dans un tel état, regardez, on est là. Tout est dégueulasse. Il y a eu des îlots de propreté, comme on dit, qui ont été mis en place, mais regardez, c'est pas du tout suffisant. Et j'ai l'impression que Emmanuel Grégoire aime qu'on vive dans une déchetterie. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est normal d'avoir ces scènes au cœur de Paris? Regardez ici. Voilà, et tous ces gens, visiblement, ne travaillent pas, parce que moi, le lundi matin à 6h40, je vais vous dire, je suis pas en train de tout dégrader. Voilà, tout le mobilier comme d'habitude, parce que c'est vrai qu'ici, à Paris, on ne sait pas faire la fête sans tout casser. On retrouve des énormes bouteilles de protoxyde d'azote partout. On est devant la mairie de Paris, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Un ballon, du gaz hilarant, et les jeunes se shootent, voilà, toute la journée, toute la nuit. Et encore une fois, c'est les services de la ville de Paris qui doivent tout nettoyer. C'est moi. Et ça continue, il y en a dans tous les sens, alors on nous interpelle évidemment. Et les agents vont devoir tout nettoyer. Geoffroy Lejeune. Revenons sur la phrase, après avoir vu ces images, la phrase de Sébastien Lecornu, ça s'est relativement bien passé. J'imagine que vous avez apprécié cette qualification relativement bien passée. Relativement est succulent. Ça s'est relativement bien passé. Mais où sont ces gens? Que font-ils? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qui c'est ce Lecornu? Il a vécu où et comment il peut arriver à dire une chose pareille? Coupé à ce point de la réalité. En fait, on a l'impression que les gens ne voient plus ce qu'ils voient. Ils ne voient plus ce qu'ils ont sous les yeux. Et ce qu'on a sous les yeux, je vais vous dire, c'est la décadence sur ces images. C'est-à-dire, en fait, une forme de suicide civilisationnel. Tout s'effondre. La parole, les manières, les émotions. Voilà la fête de la musique. Tout est en train de partir par le fond. Un peuple qui s'abâtardit et que les hideurs indiffèrent. La dissolution des êtres humains dans une animalité musicale, post-musicale. Où est passée la musique? Moi, je me souviens des premières fêtes de la musique et je me souviens de la musique à Paris quand j'étais enfant. Où est passé le music hall de Saint-Germain? Où est passé le café-concert de Montmartre? Où sont passées les sérénades, les barcaroles de Procope, le trompettiste de la rue de Bussy, l'orchestre d'Archy de la rue des Beaux-Arts, etc., etc. Ça, c'était de la musique variée, certes. Mais les cantinelles des bords de Seine, c'était de la musique. Et là, on a quoi? On a un déversoir de vomissures sonores. Avec un peuple qui devient foule, qui devient flux et qui est asservi à la discordance, avec des sons qui rentrent
par les pores transpirants et qui ressortent par la sudation dégoulinante du corps dégingandé. C'est ça qu'on voit, la fête de la musique. Où est passé l'homme du goût, du raffinement français, qui disait avec Saint-Exupéry, rien qu'à entendre un chant villageois du XVe siècle, on mesure la pente descendue. En fait, c'est Philippe Muret qui a tout dit. On a eu, avec la fête de la musique, Homo festivus. Homo festivus, c'est l'homme d'aujourd'hui, de la post-musique, de la post-mémoire, de la post-histoire. Alors, il est sur... je le rencontrais tout à l'heure. C'est un patineur avec les rollers. Il ne pense plus rien. Il communique. Et il est fluide, grégaire, mobile, festif. Il va de fête en fête. Le Téléthon, la marche des fiertés, les technoparades et naturellement la fête de la musique. C'est un homme festif, homo festivus. Et là, on a vu pire. Je vous écoutais tout à l'heure à propos des piqûres. L'homo festivus, c'est devenu l'homo... l'homo de la seringue. Et l'homo détritus. C'est-à-dire qu'en fait, on a trouvé des seringues partout. Et on a trouvé des bonbonnes de protoxyde d'azote. Alors je vois que le préfet de Paris tout à l'heure dit, comme pendant le Covid, plus d'alcool, parce que c'est dangereux, mais par contre, protoxyde d'azote, il n'y a pas de problème. Et là, Tony Pitaro, il a trouvé des bonbonnes de protoxyde d'azote. Voilà. Et le lendemain, il faut penser aux gens qu'on nettoyait le lendemain. Je me demande ce qu'ils ont pensé de la ville lumière, Paris, la ville lumière. Paris, la ville lumière, l'homo détritus. Paris, la ville lumière, qui est devenue une ville poubelle, une décharge à ciel ouvert, livrée aux surmulots et aux ordurophiles. Voilà ce qu'est devenu Paris. C'est une honte. La fête de la musique, le monde entier nous regarde, se prend la tête et se dit « Paris n'est plus Paris, la France n'est plus la France ». Parlons de la justice à présent, Philippe de Villiers. 3 semaines après la découverte de la petite Liana dans le Gers, les Français attendent des réponses. Mais s'engage à présent un bras de fer inédit, peut-être historique, entre le garde des Sceaux et une partie du corps des magistrats. Plusieurs centaines d'entre eux, d'ailleurs, ont rejoint une boucle de messagerie, boucle WhatsApp, afin d'organiser une riposte après la suspension d'un substitut du parquet d'Auch en charge de l'enquête. Vous voyez par exemple ce message. Pourquoi pas bloquer la boîte mail du cabinet du garde des Sceaux, GDS garde des Sceaux, où je pense qu'il faut qu'on soit percutant, les mobilisations devant les tribunaux judiciaires, c'est vraiment bien, mais on le fait depuis des années. Les avocats aussi, avec des efficacités relatives. Pareil, les pancartes, c'est bien pour informer localement, mais pas forcément au national. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin. Tous les Français peuvent constater le dysfonctionnement grave de la justice et de la gendarmerie, puisque le rapport dit bien que le dysfonctionnement vient des deux côtés. Ce n'est pas un problème de moyens. Il y avait moins d'activité au parquet d'Auch, même s'il y a évidemment de l'activité, et il y a beaucoup de travail au parquet d'Auch, mais il y en avait moins en 2025 qu'en 2024. Et que par ailleurs, il n'y avait pas des plaintes pour crimes sur les enfants tous les jours, et qu'il y avait un renforcement de magistrats, puisqu'un 4e magistrat est arrivé en septembre dernier, donc il y avait 4 magistrats au parquet. Geoffroy. Alors, cher Philippe, que vous inspire cette révolte de certains magistrats ? L'indécence, c'est ignominieux. Moi, je dis à ces magistrats, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites en ce moment ? C'est une question de tempo. Il y a une famille qui pleure, Liana. Il y a un pays tout entier traumatisé par ce drame. Vous pourriez faire silence, vous recueillir, réfléchir à un chapelet d'erreurs, de négligence,
ont été mises en valeur par pré-rapport. L'indécence. Mais ça va plus loin que ça. Ce qui fait que les Français, en ce moment, sont en train de se révolter. Ce n'est pas les juges qui se révoltent. C'est les Français qui se révoltent contre, justement, cette magistrature arrogante. C'est l'inversion accusatoire. Parce que dans la quinzaine, on a eu non seulement l'affaire Liana avec ce que les magistrats appellent les dysfonctionnements, mais il y a eu aussi l'absence de sanctions pour la Ligue des Champions. Très très peu de sanctions. Très très peu de sanctions pour la fête de la musique. Pas de peine de prison. Donc le laxisme, ce qu'on appelle le laxisme judiciaire. Mais ça va plus loin. Demandez à Robert Ménard dans quel état il est aujourd'hui, dans quel état psychologique il se trouve aujourd'hui. Parce que les parlementaires hier n'ont pas voulu voter une loi qui dit qu'un maire, officier d'état civil, officier de police judiciaire, ne peut pas faire des mariages illégaux. Mais c'est le maire qui devient coupable avec cette justice. Mais ça va plus loin. Le Conseil constitutionnel a dit il y a quelques jours, non, on n'a pas le droit de faire un référendum sur l'euthanasie. Ah oui, sur la question de la vie et de la mort, qui est la question fondatrice d'une société pour sa survie, les citoyens n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc, en fait, les Français ont le sentiment qu'ils sont privés de leur justice et que la justice n'est plus rendue en leur nom. Mais ça va plus loin. Parce que le 7 juillet prochain, les juges, ils vont frapper. Évidemment. On va voir ce qu'ils vont faire. Mais la tentation du corporatisme risque de l'emporter. Et qu'est-ce que, moi, je vous dirais en synthèse ? Ceci. À Rome, il y avait des abus des consuls. Et donc, on a décidé d'instaurer un consul particulier qui avait la tribunicia potestas. C'était le tribun du peuple. Aujourd'hui, en fait, la tribunicia potestas, elle est passée du politique au prétoire. On a vu, avec l'affaire Marine Le Pen, que l'affaissement du pouvoir législatif, alors qu'on disait jusqu'à présent, le juge est la bouche de la loi. C'était Montesquieu. L'affaissement du pouvoir législatif n'existe plus. En plus, c'est Bruxelles qui commande. Et aussi l'affaissement du pouvoir exécutif, puisqu'on sait le 7 juillet prochain que ce sont les juges qui vont désigner le casting de la présidentielle, comme en 2017, en éliminant François Fillon. Et donc, moi, ce que je vous dis, ne regardez pas la révolte des juges, c'est une révolte de la toge, de l'hermine, des professionnels de la magistrature assise, de la magistrature debout, de la magistrature couchée. Derrière, il faut regarder la révolte des Français qui n'en peuvent plus d'avoir un État régalien qui s'est effondré sur lui-même. Les Français qui disent « on veut une justice qui soit rendue au nom du peuple ». Autre sujet à présent, et sujet que vous aviez abordé la semaine dernière, que nous avons abordé dans cette émission. Parlons de la tribune de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, sur la dernière mise en demeure de l'Arcom contre CNews, qui est un tournant historique, cette mise en demeure. Après C8, bientôt CNews, la France, de ce pays qui ferme des chaînes. Et puis, il écrit « Je n'ai pas connu le temps où, depuis un bureau, l'État décidait de ce que les Français avaient le droit de regarder ou d'entendre. Je croyais ce temps derrière nous, je me trompais. La toute dernière mise en demeure de CNews, rendue il y a quelques jours par l'Arcom, vient d'ouvrir une brèche dans laquelle tout le paysage audiovisuel public, audiovisuel français, risque de s'engouffrer. Ceci n'est pas une décision de régulation, c'est une décision politique. Et elle poursuit un seul objectif, faire taire puis faire disparaître une chaîne que des millions de Français choisissent librement chaque jour. Ceci n'est pas une décision de régulation, dit Maxime Saada. Geoffroy Lejeune.
Alors en effet, vous en avez parlé, Philippe, la semaine dernière. Que vous inspire cette tribune et que vous inspire la réponse de l'Arcom qui a dit être dans son rôle et surtout à l'écart de toute considération politique? Alors, d'abord, ce papier est remarquable. Il dit tout, et notamment la chose suivante que je répète. Jusqu'à présent, l'Arcom, ce qui était déjà scandaleux, calculait les temps de parole pour CNews. Il y avait toujours trop de temps de parole pour ceux qui déplaisent au gouvernement. Maintenant, l'Arcom a franchi un pas avec le Conseil d'État. L'Arcom s'attaque à la ligne éditoriale. Les opérations à venir sont les suivantes, je vous l'ai prédit. Des amendes, des nouveaux avertissements, des nouvelles amendes, et puis en octobre, octobre-novembre, la fermeture de CNews. C'est la volonté du président de la République. Emmanuel Macron veut fermer CNews. Et moi, ce soir, je m'adresse à lui et je lui dis, faites bien attention. Vous allez avoir un soulèvement. Je pèse mes mots. Parce que CNews, dans le paysage français, c'est une chaîne de liberté qui est reçue comme telle dans beaucoup de foyers. Et là, il ne faut pas chatouiller les Français là-dessus. Si vous fermez CNews, il y aura un écran noir, mais ça sera un soulèvement. En fait, ils vont fermer CNews en s'appuyant sur ce qu'ils appellent l'état de droit. Et l'état de droit, c'est quoi? C'est en fait la formule de Camille Desmoulins. Les tyrans malhabiles usent des baïonnettes, les tyrans habiles usent de la loi. Et donc là, Conseil d'État, l'Arcom, agence officielle, démembrement de l'État, on applique la loi. Avec la doctrine de Pierre Rosanvallon, qu'il avait définie en avril 2025, vous vous souvenez, dans le journal Le Monde, pour installer la société de surveillance, qui avait fait dire à Ariane Mouchkine, qui est une grande artiste de la gauche archétypale, elle avait dit « Nous, la gauche, on a perdu le peuple parce qu'on a lâché le peuple. Quand les gens nous disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient. Quand ils insistaient, on leur disait que c'était des imbéciles. Et quand ils insistaient, on leur disait que c'était des salauds. » Elle reprend le mot Autant Lara dans La traversée de Paris. Salauds de pauvres. Salauds de pauvres. Les salauds de pauvres qui regardent CNews. La télévision des salauds de pauvres. De ceux qui ne s'en laissent pas compter par les médias officiels qui répètent le langage de la médiacratie. Alors, en fait, la société de surveillance, elle a pour vocation de sanctuariser le récit mondialiste et diversitaire de la caste planétaire aujourd'hui bousculée. Mais ça va plus loin. Ce que veut Hadjari, qui est un militant très engagé, très actif et très habile, et à qui je dis, bonhomme, on ne te lâchera pas. Hein. Faut pas que tu crois que tu vas passer faux mec sous le radar. Parce que moi aussi, j'étais haut fonctionnaire, je sais ce que c'est d'être haut fonctionnaire, et quand on est au service d'une cause qui n'a rien à voir avec la fonction publique. En fait, ce qu'il veut, c'est la société, pas seulement de la surveillance, mais de l'autosurveillance. Et ça, c'est le fin du fin. C'est-à-dire, et d'ailleurs, on y est presque. Très souvent, je vois les animateurs de CNews qui disent « Attendez, je suis obligé de vous modérer. » Ah oui, ah bon, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Et donc, et du coup, le gars se dit bon, « J'aurais bien dit quelque chose, mais si jamais il me modère, je vais être ridicule. » Et moi-même, je fais attention. Parce qu'il a des consignes. C'est normal. Donc on lui dit attention, il faut que voilà, parce qu'après nous on va avoir les amendes de l'Arcom. Donc en fait, la machine est en route. Et à la fin,
À la fin, le journaliste s'auto-surveille, l'homme politique s'auto-surveille, le prof s'auto-surveille, la société s'auto-surveille. Et on arrive à ce que Solzhenitsyn me disait, le système s'auto-raconte. C'est la novlangue, celle que nous parlons désormais, une langue châtiée, pour ne pas être puni, pour ne pas être sanctionné par l'Arcom, pour être arcomisé, macronisé. Vous voyez, on joue sur les mots. Et ensuite, le ministère de la Vérité. L'Arcom, c'est le ministère de la Vérité. Lisez Orwell. Vous mettez... Monsieur Hadjari a dû lire Orwell, je pense, pour faire ce qu'il fait. Et il ira jusqu'au bout, parce que pour Macron, c'est décisif de supprimer l'Arcom avant la présidentielle. Voilà. Et je le répète, ça ne se passera pas comme ça. Mais en fait, j'ajoute ceci. Emmanuel Macron, puisque c'est lui le responsable, il aura abîmé les 3 matrices constitutives de la France. La matrice anthropologique, qui permet de distinguer la vie et la mort. Aujourd'hui, demain, après la loi sur l'euthanasie, je peux tuer mon prochain. Ça change complètement la société. Je suis un monstre légal. La deuxième matrice, c'est la matrice géopolitique. Il a transféré la souveraineté. Je ne suis plus souverain. Je suis un monstre légal et un rouage. Et puis, troisième matrice, la matrice civilisationnelle. Il a changé le peuplement de la France. Je suis un monstre légal, un rouage, et je ne suis plus chez moi. Quel désastre, Monsieur Macron. Vous n'avez pas abordé la question de l'euthanasie. Vous savez que le va-et-vient législatif se poursuit sur l'aide active à mourir. Philippe de Villiers, le ministre de la Santé, Laurent Panifou, a annoncé la date du 15 juillet pour l'adoption définitive. Vous avez souhaité aussi mettre en avant l'entretien de Monseigneur Aveline. Cette semaine, dans les colonnes du Figaro, on va découvrir cet entretien et notamment les déclarations de Monseigneur Aveline. Réveillons-nous, on ne peut déguiser en geste de soin le fait de donner la mort. Et dans le même temps, dimanche 28 juin, ce dimanche à Paris, une grande manifestation contre l'euthanasie sera organisée. Quel jugement, Philippe de Villiers, portez-vous sur le choix de cette date du 15 juillet ? D'abord, j'ai été impressionné par la fermeté de Monseigneur, du cardinal Aveline, qui dit les choses très clairement sur le serment d'Hippocrate, etc. Alors, je réponds à votre question. Tout est mensonge dans cette loi. Premièrement, la date. En effet, M. Panifous nous a expliqué que la date finale, ce sera le 15 juillet. Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? 15 juillet. Ça rappelle l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'Union soviétique pendant les vacances. C'est pendant les vacances qu'on fait les grands crimes. Parce que là, 15 juillet, un hémicycle vide. Donc bon, il n'y a que les volontaires qui seront là, liés aux loges. Puisque ce sont les loges qui ont voulu ce projet. Monsieur Macron a menti. Il a reçu les évêques et il leur a dit à l'époque, il les a tranquillisés. C'est pour ça qu'ils se sont tus pendant très longtemps en fait. Il leur a dit non, vous inquiétez pas, je passerai pas en force. Et lorsqu'il s'est adressé à ses frères à la Grande Loge de France le 5 mai 2025, il a dit que la France était la fille aînée de l'instant, etc. Que voilà. Il a promis la loi aux loges, mais il a dit on trouvera un assentiment. Bon. Donc c'est un mensonge. Il passe en force. La date. Deuxièmement, il y a le contournement sémantique. Je l'ai déjà abordé, mais je le reprends. Pourquoi ? Je vais être plus précis. Parce que j'ai vérifié depuis. Monsieur Falorni, qui est l'auteur de la loi,
a été interpellé un jour pour dire mais quand même, ça rappelle le nazisme. Et il a dit oui, justement, c'est pour ça qu'on a changé les mots. Carrément. Parce que si on dit euthanasie, ça fait eugénisme, c'est l'Allemagne nazie. Donc on a changé les mots, d'où aide active à mourir, vous voyez, c'est beaucoup plus doux, et suicide assisté, voilà. Il n'y a même pas suicide assisté, c'est mourir dans la dignité, etc. Donc tout ça, c'est des mensonges. C'est une euphémisation pour faire passer la pilule, si je puis dire. Voilà. Et en fait, ce que fait l'Assemblée, c'est qu'elle cache au public qu'elle va administrer la mort en donnant le choix entre la piqûre létale et le suicide assisté. Et vous vous rendez compte que le délai de rétractation est inférieur au délai de rétractation pour acheter une machine à laver ou pour faire un prêt immobilier. Il y a une phrase de Guy Debord qui correspond bien à ce que je ressens. Dans un monde complètement renversé, le vrai n'est plus qu'un moment du faux. Nous y sommes. Troisièmement, les buts secrets de cette loi sont toujours cachés au public. Et les buts secrets, je vais vous les dire, ils sont économiques. En fait, ils savent que le système de santé s'effondre et qu'il faut trouver de l'argent et qu'ils font donc faire des économies sur les soins, faire des économies sur la vie. Et donc, il y aura deux sortes de personnes. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et je m'adresse à la gauche. Comment vous, gens de gauche, vous pouvez accepter ce que je vais vous dire? En fait, les gens riches, ils iront aux soins palliatifs. Et les gens pauvres, ils iront à l'euthanasie. C'est comme ça que ça se passe partout, dans tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie. Quant aux éligibles, comme on dit, c'est-à-dire les incurables, les handicapés, les dépressifs, etc., ils seront seuls, face à leur famille, face à leur entourage. Et très vite, ils auront le sentiment d'être une charge. Et ils diront à leurs proches, je comprendrai. Et tout le monde comprend ce que ce mot « je comprendrai » veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, la mort va entrer dans les familles par la voie rassurante de l'affection, de la compassion, du devoir accompli. Il n'y a rien de plus épouvantable. Et j'ai reçu une lettre d'un directeur d'hôpital qui m'a dit « Voilà l'hôpital du futur, quand la loi sera passée. » Et maintenant que l'avortement constitutionnel est dans la Constitution. Premier étage de mon hôpital, c'est l'accès à la naissance. Donc c'est la vie commençante. Panneau, la vie commençante. On y entre pour accoucher. Deuxième étage, la vie commençante, l'interruption de la vie commençante. Panneau. On y entre pour avorter. Il ne faut pas se tromper d'étage. Troisième étage, la vie finissante. On y entre pour recevoir les soins palliatifs. Et quatrième étage, l'interruption de la vie finissante, l'euthanasie. Et le directeur d'hôpital me disait, il ne faudra pas se tromper d'étage. Et combien de temps ça pourra durer, me dit-il. Alors, il y a eu une déclaration du pape très ferme en Espagne. Il y a eu la déclaration du cardinal Aveline. Il y a cette manifestation. Le 28 juin. Dimanche, ouais, avec le jeune Martin Athanase et tous les autres, tous les jeunes Français qui vont se battre pour la vie. J'espère qu'ils seront nombreux. Il faut dire à Emmanuel Macron, c'est une infamie ce que vous faites. Et votre souvenir, le souvenir que vous laisserez, c'est le souvenir qu'il y aura au front, gravé en lettres de sang, le mot Macron, l'euthanasieur, qui aura liquidé la France, qui aura liquidé sa souveraineté, qui aura liquidé son identité et qui aura liquidé le principe vital de la France. Parlons de la canicule à présent, Philippe de Villiers. La canicule qui dure depuis plusieurs jours, qui frappe une large partie du territoire, avec de nombreuses réactions politiques, parfois contradictoires, mais
le coup de chaud ne frappe pas que les plus faibles, il peut frapper aussi les esprits politiques. J'ai entendu certains dire que pour lutter contre la canicule et en sortir, il fallait sortir du capitalisme. J'ai entendu une ministre nous expliquer que la clim ne servait pas à protéger, ni même à éviter des feux de forêt. Enfin, celui qui imaginait que la clim évitait un feu de forêt était plutôt habile. Et puis, je vous propose d'écouter, parce qu'il faut avoir une pensée pour les soignants qui manquent de tout aujourd'hui, mais qui se battent, qui sont en première ligne. J'ai écouté le président de la République cette semaine et j'ai l'impression qu'il était plutôt satisfait de son bilan. Je vous propose de l'écouter. Donc il y a un gros travail qui a été fait, et je pense que l'honnêteté conduite à le regarder, à la fois de montants investis et de vraies transformations, et qui ont changé beaucoup de choses, qui ont d'ailleurs été accompagnés par l'engagement de beaucoup de nos fonctionnaires, dont je veux saluer le rôle, et d'élus qui ont vraiment fait un très gros travail. J'étais juste avant de vous rejoindre à Vélizy-Villacoublay, où j'ai vu le travail remarquable des équipes municipales très engagées. Néanmoins, nous n'avons pas fini ce travail. Il faut avoir cette humilité, et pour ma part, je regrette plutôt les choix qui ont été faits, mais je crois aussi dans la démocratie. Il se trouve que quand j'avais une majorité absolue, ces fonds ont été votés. Il y a eu ensuite des choix qui ont été faits, qui sont le fruit de compromis ou de certaines formations politiques. Allez les voir pour leur demander pourquoi ils ont coupé ces fonds. Maintenant, on doit continuer le travail d'adaptation. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, alors qu'on est en train de vivre ce grand coup de chaud, faut-il continuer à écouter ceux qui se sont trompés, notamment les écologistes, les insoumis, etc. Tous les deux, là, vous devez plaire à Madame Barbu. C'est elle qui va nous sauver, Madame Barbu. Vous avez vu, non? Oui, ouais. Quand je parlais de coup de chaud, je pensais à elle. Ouais. Bon. Alors, je réponds à votre question. D'abord, je voudrais dire quelque chose de très personnel. Moi, j'ai connu un pic de chaleur, le premier de ma vie. C'était en 1976. J'arrive à Tulle comme stagiaire de l'ENA. Et le directeur de cabinet, Jean-Pierre Bechter, mon cher directeur de cabinet et ami, qui nous regarde tous les vendredis soirs, me dit, voilà, tu vas t'occuper de la paille pour les agriculteurs, etc. Et en fait, comment on appelle ce grand coup de chaleur? On l'appelle la sécheresse à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, on dit la canicule. Ça n'est pas anodin. C'est-à-dire que les mots sont des vecteurs allégoriques, de réalité allégorique. La sécheresse, ça renvoie à une société encore paysanne, une société de la terre, où l'agriculture compte plus que tout. Alors que la canicule renvoie à la société urbaine d'aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que qu'est-ce qui s'est passé entre la sécheresse et la canicule? C'est que nos hommes politiques, toutes catégories confondues, ont fait un choix d'aménagement du territoire, ou plutôt de déménagement du territoire. C'est-à-dire que, en fait, je me souviens d'une conversation avec Olivier Guichard, patron de la DATAR, qui me disait que vous le vouliez ou non, cher Philippe, il faut aller vers les métropoles d'équilibre. Alors il me disait Nantes, Saint-Nazaire, bon, c'est-à-dire faire d'immenses villes comme les Américains, comme les Japonais, etc. C'est ça le progrès. Ils se sont complètement plantés. C'est-à-dire qu'on a déménagé le territoire et on a construit des villes à la va-vite sans retenir la sagesse du bâti de nos campagnes. Je me souviens d'un architecte qui me disait devant Collonges-la-Rouge, regardez les gens qui ont construit, les maçons qui ont construit au Xe, XIIe siècle ces maisons paysannes, ces masures qui sont encore là, en fait, ils sont construits pour 1000 ans. Pourquoi? Parce que, comme disait l'un d'eux, je mets de l'éternité dans l'instant. Et en mettant de l'éternité dans l'instant, ils construisaient des murs épais et ils pensaient au coup de chaud et au coup de froid, c'est-à-dire des murs capables de retenir la chaleur l'hiver et de combattre la chaleur l'été. Or, aujourd'hui, regardez les villes qu'on a construites entre le béton, le macadam et le placo-plâtre. Regardez nos écoles avec le contreplaqué. Regardez les cages à lapins
avec des murs sans aucune épaisseur, le diagnostic thermique, toutes leurs bêtises, etc. Rien n'a été pensé en fonction des coups de froid et des coups de chaleur. Et ça, je voulais dire ça d'entrée. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est rassurant. C'est fini l'écologie politique. Ils se sont complètement plantés. Bon. En d'autres termes, le grand soir écologique vient de connaître un démenti historique majeur. Ce grand soir écologique était établi sur 2 accusations. La première, c'était l'accusation d'anthropocène. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire l'homme est le responsable du dérèglement climatique. Et donc, il faut lui imposer une société décarbonée, donc il faut le mettre en liberté surveillée. Donc, on bride la liberté de créer avec l'écocide, le délit d'écocide, donc tu ne peux plus créer. Ensuite, la liberté de circuler, on bride la liberté de circuler avec les ZFE, etc. Et on bride la liberté de procréer avec le no-kid de l'écolo-sociétalisme, puisque l'enfant pollue. S'ajoute à l'anthropocène, vous y avez fait allusion à l'instant, Elliot, le capitalocène. Ça, c'est Antoine Léaumont qui dit « Pour sortir de la canicule, il faut sortir du capitalisme ». C'est-à-dire, en fait, le capitalocène, ça veut dire, non seulement c'est l'homme qui est responsable du dérèglement climatique, mais c'est le capital et la croissance, pris de gros. Et donc, il faut suivre une logique de décroissance. Et en fait, toute la société française, toutes catégories confondues, tous les hommes politiques français, s'est précipité derrière le Green Deal. Le Green Deal, c'est la décroissance, le fameux pacte vert. Et c'est de cette manière qu'on a livré notre agriculture à la délocalisation mondiale avec le Mercosur, qu'on a livré notre industrie à l'Amérique et qu'on a livré notre industrie automobile à la Chine avec la voiture électrique, pendant que la Chine, elle, exploite les terres rares en faisant travailler des petits Africains et en polluant la terre entière. Bref, on a fait ce que les écolos voulaient. On a réglementé, on a décarboné. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a 2 courbes qui se croisent. Écoutez-moi bien. La première courbe, la France, avec tous ses efforts, représente maintenant, c'est une courbe qui baisse, 0,9% du CO2 mondial. Et on est le pays où il fait le plus chaud au monde. Donc, il y a 2 courbes. Il y a la courbe de la chaleur qui monte et la courbe, etc. Donc, il faut peut-être chercher ailleurs. L'homme n'est peut-être pas coupable de tout, s'il vous plaît. Et puis surtout, quand j'entends Madame Barbu, qui explique à voix basse pas de climatiseur, ça évoque autre chose que je vais vous dire maintenant, en conclusion de mon propos. En fait, ce qui est en train de mourir, ce qui est en voie d'extinction, c'est la religion écologiste qui est de type eschatologique et apocalyptique. Il y avait un dogme et un châtiment. Le dogme, c'est le retour à une planète originelle fantasmée sous le nom de Mère Nature et sous le patronage de Greta Thunberg, la Jeanne d'Arc de la couche d'ozone qui entend les voix du CO2. Et le châtiment, c'est il faut expier parce que vous êtes responsable du réchauffement climatique et vous n'allez pas en plus vous mettre des climatiseurs. Parce qu'il faut bouillir pour comprendre le réchauffement. Donc l'expiation, la punition, l'écologie punitive, c'est un châtiment comme des châtiments dans la Bible. Voilà. Et moi, pour terminer, je ferai 2 réflexions. Première réflexion, je connais bien ma Vendée. Au XVIe siècle, il y avait la baie de Bourgneuf qui était sous l'eau. La mer venait beaucoup plus loin.
et Maïsa était sous l'eau. Donc la mer s'est retirée, et le Groenland s'appelait le Greenland. Et en 1709, je le raconte dans mon livre sur Louis XIV, il faisait tellement froid, il faisait moins 40, que le vin gelait dans les barriques et dans les calices. Et la Seine était gelée, on traversait la Seine en charrette, et la mer au Sable d'Olonne était gelée. Donc il y a des cycles. Maintenant, si on veut expier, plutôt que de s'adapter avec des climatiseurs, parce que je ne vois pas pourquoi on aurait du chauffage l'hiver et il n'y avait pas de climatiseur l'été. Il y a aujourd'hui des pompes à chaleur réversibles. Je peux vous faire des cours là-dessus, je connais. Bon, j'ai même expérimenté moi-même. Bon, enfin, en trichant un peu. Bon. César Potem-Fegid, César Pfiffer un pompe. Mais je connais des artisans qui font des pompes à chaleur réversibles, donc ils vous chauffent l'hiver et ils refroidissent l'été. Bon, c'est pas. Là, on est sur un truc religieux. Quand vous avez eu Madame Barbu, Sainte Madame Barbu, Sainte Monique Barbu, elle était là. Bon. Et si on veut vraiment commencer à lutter contre le réchauffement climatique, il faut dire aux États-Unis, à la Chine et à l'Inde, à vous trois, vous pesez 50% du réchauffement climatique, c'est-à-dire du CO2. Donc, commencez par résoudre le problème du CO2 chez vous. Nous, on a fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. On a un problème de croissance. Laissez-nous quitter pour quelques instants, monsieur le Bourreau. Monsieur le Bourreau du Pacte Vert, monsieur le Bourreau Khmer Vert, quelques instants pour la croissance. Il nous reste quasiment 3 minutes. Et ce sont les 3 dernières minutes de la saison, Philippe de Villiers. Et pour ces derniers moments, vous avez peut-être un message à nous apporter, Geoffroy. Alors, quel sera, Philippe, votre dernier apologue ? Pouvez-vous nous aider à aborder les vacances avec un peu d'espoir ? Selon Arnold Toynbee, le grand historien de la civilisation, il est une loi constante dans l'histoire de toutes les sociétés, de toute l'humanité, qui nous rend l'espérance. Cette loi est la suivante, ce sont les minorités qui font l'histoire. Et cette loi s'applique à l'histoire de France. Et j'ai essayé, en réfléchissant à cet apologue, de répertorier les lois de l'histoire de France qui vont dans ce sens-là. Première loi de l'histoire de France, la décadence arrive toujours par le haut. C'est toujours la même chose, les mêmes symptômes. C'est-à-dire des élites qui sont en apostasie ouverte et qui ont honte du pays qu'elles administrent. Ensuite, des institutions debout mais vides et un peuple orphelin de son récit. Et en même temps, une soif d'absolu partout. Une soif d'héritage, une soif de grandeur. Deuxième loi de l'histoire de France, le salut, le sursaut arrive toujours du bas et des marges. Des bergères, des paysans, des réprouvés. Geneviève n'est ni magistrat ni général. Et Charles Martel sort de prison. Et Charette est un officier de marine en retraite qui passe son temps à tirer le canard au lac de Grandlieu. Troisième loi, le nombre ne fait rien à l'affaire. Ils sont 7 dans une crypte à Montmartre, autour d'un basque qui monte sa jambe blessée, qui s'appelle Ignace de Loyola. 7. Ils vont changer le monde. Il y a 3000 soldats à Biraken, et il y a une jeune fille à Chinon. Donc en fait, ce qui compte, c'est que le sursaut, c'est une poignée. C'est pas un programme, c'est une fidélité incarnée. C'est-à-dire que la minorité qui sauve, c'est pas la minorité qui domine. Et la quatrième loi, c'est la plus importante. C'est que la minorité agissante qui va vers le succès, c'est une minorité restauratrice. Le critère distinctif entre le sauveur et l'usurpateur, c'est que l'usurpateur garde pour lui ce qu'il a sauvé et le sauveur restitue.
la minorité révolutionnaire, elle cherche à faire un peuple neuf, alors que la minorité restauratrice, elle cherche à rendre un peuple à lui-même. C'est le vœu que je forme pour le peuple français. Ce sont les minorités qui font l'histoire. Ne vous inquiétez pas. Les minorités sont là. C'est la relève, c'est la jeunesse française. Pardon, monsieur Mélenchon, c'est fini pour vous. Merci Philippe de Villiers. Normalement, j'ai l'habitude de vous dire à la semaine prochaine, mais je vais vous dire à la saison prochaine, quoique, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, du moins l'avenir très proche. Et mon petit doigt me dit que on va peut-être vous retrouver un peu plus tôt qu'à la rentrée de septembre. Vous dites non, faites très attention. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, Philippe. Donc ne dites pas non. Vous me faites penser à Éric Dupond-Moretti qui avait dit « je ne serai jamais ministre ». Ben voilà. S'il se passe quelque chose, vous serez là pour le commenter, on est d'accord. Quand même. Vous savez ce que je vais faire là? Non. Allez-y. Je vais acheter un ventilateur. Pour l'offrir à Madame Barbu. Non, Madame Tondelier. Ah. Non, parce que j'ai écouté ce qu'elle a dit. Je vais expérimenter, on verra, je vous dirai à ce moment-là. Peut-être je reviendrai pour ça. Elle a dit un ventilateur, vous mettez un torchon trempé devant le ventilateur. Et je vais faire ces expériences. Et si jamais ça ne marche pas, je passerai directement, tu sais, je vous l'avoue, au climatiseur maudit. Faites gaffe à ce que vous dites, Philippe de Villiers. Un grand merci, en tous les cas. On reste ensemble, puisque vous savez que dans quelques instants, c'est l'heure des pros. On va parler des dernières mesures, parce que ça y est, le confinement caniculaire. Il y a le plan blanc, et c'est pour ça que je vous disais, les soignants. Comme on a moins de soignants, et que toutes les promesses n'ont pas été tenues, comme on a des milliards qui devaient être investis, n'ont pas été investis dans ce qu'il fallait. Comme on a moins de soignants dans les EHPAD que par rapport à 2003, qu'on n'a pas de clim dans les hôpitaux, dans les écoles, on enferme, on annule. Les festivals, niet. Et même l'alcool le week-end à Paris. Oui, mais... Et c'est de votre faute si, finalement, c'est parce que vous n'êtes pas responsable. Oui, mais, en fait, je vais vous dire une chose. Le préfet de Paris, ce qu'il veut faire avec les gens au pouvoir, c'est faire des cafés halal. Oui. Bon, écoutez, ça, évidemment, c'est du second degré. Il a déposé une bombe. C'est évidemment du second degré. Je vous propose de voir le sujet de Julia Frère. Modérez-moi. J'ai pas besoin. Une dernière modération, s'il vous plaît. Une dernière modération. Je ne modère jamais l'humour. Pour monsieur de l'Arcom. Je ne fais pas la police de l'humour. Allez, on peut lancer l'émission. Pour que je puisse partir arcomisé, macronisé. Vous n'avez pas besoin d'être arcomisé puisque on n'arcomise pas le second degré. Julia Ferrante, pour le sujet, les toutes dernières mesures. Le plan blanc, déclenché dans tous les hôpitaux d'Île-de-France. Ce dispositif de crise a été activé pour faire face à la saturation des hôpitaux, avec une nette augmentation des appels au 15, mais aussi des passages aux urgences, en hausse de 47% pour les plus de 75 ans. Évidemment, on voit des décès arriver, on voit surtout une augmentation de l'activité aux urgences, une augmentation de l'activité au SAMU, chez les médecins de ville. Donc on est à un moment où on doit continuer la prévention puisque ça évite des décès, c'est ça le message important. À la demande du préfet de police de Paris, des événements culturels ont également été annulés pour éviter d'engorger les hôpitaux, comme le festival de musique Solidays, prévu initialement de vendredi soir à dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Le festival Solidays 2026 est annulé. Il est annulé suite à une décision administrative au regard des dispositifs et des incidences de la canicule, notamment sur le système de santé et particulièrement hospitalier, mais pas que. Que ça fait 2-3 jours que nous discutons avec beaucoup d'interlocuteurs, que ce soit à la PHP, que ce soit à la préfecture de police, que ce soit à Matignon, que ce soit dans d'autres cercles encore. Même sort pour la marche des fiertés prévue ce samedi dans Paris et reportée à une date qui doit encore être déterminée. Les mesures prises pour lutter contre la saturation des hôpitaux concernent aussi la vente et la consommation d'alcool, toutes deux interdites dans la rue et les espaces publics à Paris pour le week-end.